Jeudi 8. Je suis entrée chez l'empereur sur les 11 heures. Il faisait sa toilette et passait en revue avec son valet de chambre plusieurs échantillons de parfumerie et d'odeurs envoyés d'Angleterre. Il s'informait de tout, non connaissant aucun et riait fort de sa crasse ignorance, disait-il. Il a désiré déjeuner sous la tente. Nous y a tous réunis. Il se plaignait de la mauvaise qualité du vin et a appelé un témoignage son maître d'hôtel, Cipriani, qui écorce put affirmer qu'il en avait un le bien mieux chez eux. À ce sujet, il disait avoir eu un patrimoine, la première vigne de l'île grande et considérable. Les Posata, c'était son homme. Il n'en devait parler, disait-il, qu'avec reconnaissance. C'était grâce à elle qu'il avait dans sa jeunesse fait ses voyages de Paris. C'était elle qui fournissait aux frais de ses semestres. Nous lui demandions ce qu'elle allait devenir. Il nous a dit en avoir disposé depuis longtemps en faveur de sa nourrice, à laquelle il croyait bien avoir donné dans l'île peut-être 120 000 francs de bien enfante. Il avait voulu même lui donner, disait-il, sa maison patrimoniale, mais la trouvant trop déçu de l'état de sa nourrice, il avait donné à la famille Romalino sa plus proche du côté maternel, à condition que celle-ci ferait passer son invitation à la nourrice. En somme, il en avait fait un grand temps, disait-il. Elle était venue à Paris lors du couronnement. Elle avait eu une audience du pape de plus d'une heure et demie. Pauvre pape, disait l'empereur, il fallait qu'il eût bien du temps de reste. Elle était au demeurant extrêmement dévote. Elle avait pour mari un cavoteur de Lille. Elle peut beaucoup aux Tuileries et enchanta toute la famille par la vivacité de son langage et de ses gestes. L'impératrice Joséphine lui donna des diamants. Après le déjeuner, l'empereur, fidèle à sa résolution d'hier, a voulu se mettre au travail. Il a donné la dernière main au chapitre de Castiglione, à la fin duquel il a gagné les voix dans l'intention d'y attendre la calèche. Continuons la conversation qu'avait amené le chapitre. Il racontait que Joséphine était partie de Brescia avec lui et avait ainsi commencé la campagne contre Wormser. Arrivée à Vérone, elle avait été témoin des premières fusillades. Revenue à Castelnuovo et voyant le passage des blessés, elle voulait gagner Brescia. Mais elle se trouve arrêtée pour l'ennemi déjà Pontemarco. Donc, l'inquiétude, l'agitation du moment, la crainte de la saisie, et elle pleura beaucoup en quittant son mari, qui lui dit en l'embrassant et avec une sorte d'inspiration: Wormser va payer cher les pleurs qu'il te cause. Elle fut obligée de longer en voiture et d'être très près le siège de Mantua. On tira sur elle de la place. Quelqu'un de sa suite de feu même éteint. Elle traversa le pont, Bologne, Ferrare et gagna Lucques, poursuivie par la crainte et les mauvais bruits qui roulaient en ordinaire autour de nos armées patriotes, mais continue intérieurement par son extrême confiance en l'étoile de son mari. Telle était pourtant déjà l'opinion de l'Italie, observait l'empereur les sentiments imprimés par le général français qu'en dépit de la crise du moment et de tous les faux bruits que la compagnon, sa femme, ferait su à Lucques par le Sénat et traitée par lui comme lui était une très grande princesse. Il vint la complimenter. Elle lui présenta les huiles d'honneur. Il eut lieu de s'en applaudir.
Peu de temps après, les curieux annonceront les prodiges de son mari et l'anéantissement de Wormser. L'empereur est revenu au salon pour la première fois depuis l'incendie. On meuble peu à peu avec des objets envoyés exprès de Londres. Il est un temps soit peu plus supportable. Après dîner, l'empereur a d'abord commencé du carré en dépit de tout son esprit, a-t-il dit. Il se sentait réputé par son ajection, mais c'était le cachet de la sage, a-t-il observé, puis il a passé à l'avocat Patelin, dont le vrai comique l'a fort amusé. L'empereur a déjeuné sur la tente et il y a retravaillé le chapitre de l'aventure. À 3 heures, il est monté en calèche chez le gouverneur. S'était présenté durant notre promenade. Il eut désiré parler à l'empereur au sujet, croit-on, de la fête du prince régent qui est lundi prochain, 12 du courant, et le prévenir de salve que cette circonstance occasionnera au camp si près de nous. De notre côté, on dit qu'il a donné l'ordre de ne fournir que la table de l'empereur et de faire un compte particulier pour chacun de nous. Trouvons la dépense fort au-dessus de son crédit. Cela est à peine croyable, toutefois. Nous verrons. Samedi 10. L'empereur était souffrant et a pris un pain. Sur les 3 heures, il s'est promené et a demandé la calèche. Il venait de lire l'histoire de Catherine. C'était une maîtresse femme, disait-il. Elle était digne d'avoir de la barbe au menton. La catastrophe de Pierre, celle de Paul, étaient des révolutions de sérail, des coups de main de janisseurs. Les milices de ballet sont terribles, observait-il, et d'autant plus dangereuses que le souverain est plus absolu. Ma garde impériale aussi peut devenir fatale sous une autre main que la mienne. L'empereur disait que lui et Paul avions été au mieux ensemble lors de la catastrophe de celui-ci, dans laquelle, du reste, le public n'a épargné ni les siens, ni ses alliés. L'empereur complotait, ajoutait-il, en ce moment-là même, avec lui une expédition des Indes, et il eût certainement porté à l'exécuter. Paul lui écrivait très souvent et fort au long que sa première communication avait été curieuse et originale. Citoyen, premier consul, lui avait-il écrit de sa main. Je ne discute point le mérite et droit de l'homme, mais quand une nation met à sa tête un homme d'un grand mérite et digne d'estime, elle a un gouvernement, et la France en a désormais à mes yeux. Ouverture, nous avons trouvé l'admiral et sa femme. L'empereur les a fait monter en calèche et a fait un tour de bout. Il s'est ensuite promène quelque temps d'une manière tout à fait gracieuse avec Lady Malcolm. Après dîner, l'empereur fit deux volumes du théâtre français sans pouvoir rien rencontrer qui peut les fixer.